Baffin, Ellesmere, Axel Heiberg, Prince of Wales, les noms qu'on n'apprend pas à l'école, des territoires situés entre le Groenland et l'Alaska. Un endroit aussi vaste que l'Europe, une terra incognita. Depuis mon adolescence, j'ai en tête les romans de Jack London et de Gontran du Poncin, qui parlent d'esquimaux, de neige, de blizzard et d'aventures dans les étendues glacées du Grand Nord. Un rêve inaccessible. Et pourtant, Mesdames et messieurs, bienvenue à Gackerschlusswag. voilà qu'aujourd'hui, ce rêve se réalise. Août 2012, je suis en mer de Baffin, à minuit, en plein soleil, au milieu de nulle part. Je me dirige vers Savisivik, le dernier village du Groenland avant la banquise polaire. Ici, pas de carte. Il n'y a pas de route, ni même de chemin. Google Earth nous montre une vue qui correspond bien à la réalité. Quelques cabanes adossées à une montagne pelée, perdues au milieu d'un univers glacé. Sur la colline, comme dans tous les villages inuits, se trouve un cimetière face au territoire de chasse. Ici, pas de tombe. On ne peut pas creuser car le sol est gelé en permanence. Rien que des amas de pierres qui cachent tant bien que mal les corps et quelques croix bariolées qui rappellent que beaucoup d'Inuits se sont convertis au christianisme dont la doctrine leur paraissait bien plus simple que leurs croyances chamaniques tellement complexes. Là-bas au loin, un autre cimetière, celui des géants de glace, vomis par le glacier Inlandsis qui couvre tout l'intérieur du Groenland. Ce monstre de 3 millions de kilomètres carrés, épais de 3000 mètres, produit des centaines de kilomètres cubes d'icebergs qui se déversent dans la mer de Baffin. Certains de ces monstres dérivent vers le sud. Emportés par les courants marins, ils descendent du pôle et vont fondre lentement à la chaleur des latitudes plus clémentes. Mais d'autres, par contre, restent près des côtes. Après quelque temps, ils finissent par remonter vers le nord, vers la baie de Melville, où ils restent piégés par les hauts fonds, éternellement immobiles, dans un cimetière marin. Pour les Inuits, les animaux, les objets, les pierres et même la glace ont une âme. À voir ces sentinelles dans la lumière blafarde du soleil du minuit, on serait tenté d'y croire, car ces fantômes blancs ont tous des formes différentes, une personnalité propre, une véritable identité. Si vous notez ces lignes ici, c'est pas en ligne toute droite. Vous pouvez noter que on peut dire que c'est comme un serpent bleu. Ça c'est quand l'eau se fondre de les glaçons et il commence à descendre et forme des rivières. Après l'hiver arrive et vous savez que tout se gèle. Ça c'est comme ça se forme.
essayer de tenir. En débarquant sur la berge, je me surprends à penser à une vieille chanson scout. Sur la banquise, pas de mimosa, pas de petits moutons sautant sur le gazon. Ici, pas de gazon, pas la moindre végétation, pas d'animaux non plus, hormis parfois le passage d'un ours polaire. C'est un monde minéral, où la seule chose vivante est un lichen maigre qui s'accroche au rocher et le vent qui hurle en permanence. Plus loin, à l'horizon, des montagnes où voici des milliers d'années, une météorite de fer s'est écrasée, donnant un nom à l'endroit, Savissivik, ce qui signifie « endroit où on trouve le fer ». Malheureusement, en 1897, Perry, un explorateur américain, a emporté la météorite. Il a mis 3 ans pour transporter ce bloc de 34 tonnes vers un musée de Chicago, privant ainsi les Inuits de leur source de fer qui permettait de fabriquer des pointes de harpons inusables. Ce fut un des premiers et regrettables contacts des Inuits de Savissivik avec la civilisation. Leurs sentinelles blanches postées dans la baie n'ont pas su les protéger de la cupidité des Occidentaux. Mais voici que le vent se renforce. Il faut songer à regagner le bateau. L'hiver arrivera bientôt. De septembre jusqu'en juin, cet endroit va être plongé dans une obscurité glacée et la neige va devenir reine. Nous ne visiterons pas le village, car d'après notre guide Nicolas, il est très difficile d'entrer en contact avec les habitants, murés dans leur solitude. Et aussi incroyable que cela paraisse au XXIe siècle, ils pourraient nous prendre pour des esprits venus de la montagne. Je me contenterai donc d'observer de loin des ombres fantomatiques évoluant entre les quelques rares cabanes. Aujourd'hui, je me demande si ce lieu existe vraiment, ou s'il est tout simplement un de mes rêves d'enfant qui ne cesse de me poursuivre depuis l'époque où je lisais Kabluna dans mon lit à la lueur d'une lampe de poche. Savissivik s'évanouit doucement dans le brouillard, et moi, je continue de rêver.